Bonjour Paola Fabiani. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du MEDEF et vous êtes en charge de l'entrepreneuriat. Vous êtes par ailleurs porte-parole du MEDEF. Alors on va revenir avec vous sur ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la conférence donnée par le Premier ministre à Matignon, entouré de ses différents ministres. Il a fait un état des lieux sur la situation budgétaire de la France, s'adresser aux Français, dire la vérité sur l'état des finances. C'était même le petit panneau sur le pupitre de François Bayrou, la vérité pour agir si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que au MEDEF on pense de la méthode déjà avant de parler du fond? On est tout d'abord dans un état d'urgence budgétaire et c'est une très bonne chose que le gouvernement ait posé à la fois le diagnostic et la méthode. Donc effectivement, ça vous surprendra pas que on ne peut pas demander plus aux entreprises et que le Premier ministre l'a dit lui-même. C'est important et le sujet, c'est les dépenses publiques. On va y revenir dans le détail. Mais sur la forme, pour vous, s'adresser aux Français, les propos étaient, par certains les qualifient d'alarmants. Vous me direz sans doute qu'ils étaient réels. En fait, le constat, c'est ça, réaliste. Tout à fait, réaliste. Bon, François Omril du syndicat CFCGC, lui a a qualifié la rencontre d'opération de communication avec un discours un peu pleurnichard. La CFDT a déploré une vision comptable du gouvernement dans les grandes lignes. Vous, le MEDEF, comment vous avez qualifié ce moment de cette conférence? Et puis, on va rentrer dans les détails. Nous, on a qualifié effectivement le fait qu'on posait les méthodes, qu'on posait le constat, et donc ça permet d'avancer et puis de partager ce constat qui est réel, malheureusement, et donc de trouver les solutions. Oui, vous pensez que les Français, ils savent pas, ils ont pas assez en tête l'état alarmant des finances publiques, pour reprendre les termes? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la question. Je pense que le point surtout, c'est comment on déploie les solutions et se mettre finalement en marche pour déployer les solutions. Alors, se mettre en marche, effectivement, le Premier ministre a fait des constats. Il nous dit que les réponses vont arriver d'ici le 14 juillet. La méthode de co-responsabilité, c'est les termes qui ont été employés. Ça vous semble la bonne méthode, justement ? C'est une méthode, on va voir ce que ça donne. C'est toujours, il y a les bases et ensuite il y a sa mise en œuvre. Il y a le discours et après il y a la réalité, c'est ça ? On va voir comment se déploie la réalité. Mais pour vous, c'est donc le début d'une bonne méthode. Alors, 40 milliards, il faut trouver 40 milliards d'économies. Comment on fait ? Quelles sont les solutions que propose le MEDEF ? Alors, pour nous, comme je disais en introduction, effectivement, il n'est pas possible de demander plus aux entreprises. Pour rappel, les entreprises françaises sont celles qui ont les plus hauts prélèvements obligatoires au monde. Donc, on ne peut pas aller plus loin. On a encore fait un effort de 13 milliards d'euros en 2025, rappelons-le, puisque 13 milliards avec, en fin 2024 avec les décisions qui ont été prises, qui vont s'appliquer sur 2025. Donc, effectivement, pour nous, les solutions, elles passent par aller jusqu'au bout des différentes discussions et des réformes nécessaires. Elles passent par le fait de travailler sur la dépense publique, réduire la dépense publique, pour rappel, 56% du PIB. Donc, il y a vraiment un axe. Et sur cet axe, pour revenir, il y a un sujet important pour décorréler un peu les choses dans la dépense publique. C'est bien évidemment ne pas toucher aux services vitaux, les hôpitaux, n'allons pas chercher les médecins, la police pareil. Mais on a qualifié ça de l'administration administrante. C'est-à-dire que vous savez que dans les dépenses de santé, 34% sont dédiés à l'administration. Ce ne sont pas des médecins. Ce ne sont pas des médecins ou des infirmières ou des aides-soignants. Exactement, ce ne sont pas. Donc c'est là où il faut s'attaquer. C'est là où il faut travailler. À réduire peut-être des échelons, des intermédiaires. À simplifier, c'est ça. À fluidifier et effectivement à trouver une situation plus optimale sur ce point. Dans les sujets qu'on porte par rapport à ça, c'est effectivement de travailler là-dessus. Et puis le taux d'emploi. La solution, c'est d'augmenter le taux d'emploi. Travailler plus, c'est ça ? Travailler plus. Alors, travailler plus, il faut le définir. Parce que le taux d'emploi, c'est-à-dire travailler plus, taux d'emploi, c'est quoi la différence en fait ? Alors, le taux d'emploi, c'est combien de Français sont actifs. Donc, à ce jour, il faut savoir que 6 Français sur 10 ne travaillent pas.
6 Français sur 10. Alors, quand on prend toute la population française. Si je fais un comparatif par rapport à l'Europe, ce qui est toujours intéressant de regarder ce qu'on fait en Europe, nos camarades. En Europe, globalement, en France, on travaille, si mes chiffres sont bons, 667 heures. En Europe, en moyenne, on travaille 770 heures. Et aux États-Unis, pour la petite histoire, 810 heures. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on entend par le taux d'emploi? C'est faire en sorte qu'il y ait plus déjà de personnes qui travaillent. Il y a bien sûr la durée, mais il y a aussi et avant tout, je dirais même, le fait de mettre plus de personnes au travail. Et là, on parle jeunes, là, on parle seniors. C'est comment faire en sorte qu'il y ait justement plus de Français qui sont au travail, en âge de travail bien sûr, et en mesure de travailler. Ça, vous avez dû être ravi, le Premier ministre l'a souligné hier, on ne travaille pas assez en France. Alors, justement, parlons du travail, le travail des jeunes. Les jeunes Français ont du mal à rentrer sur le marché de l'emploi en France, c'est ça ou... Disons qu'il n'y a pas qu'une seule explication, il y a différentes conjonctures qui font que donc effectivement il y a effectivement la difficulté des jeunes à entrer sur le monde du travail, il y a effectivement l'attractivité des métiers et le fait que certains métiers sont méconnus. Le MEDEF il travaille beaucoup pour justement attirer les jeunes à ces métiers. Alors je parlerai pas dans quel secteur par exemple typiquement alors je vais donner des exemples évidents. Alors je vais parler des femmes mais pas que, mais les jeunes filles par exemple dans la filière scientifique sont peu nombreuses. Alors qu'on sait que ce sont des métiers en plein développement, on sait qu'on a des besoins, on sait que demain on aura encore plus de besoins, et donc il y a peu de femmes dans les filières scientifiques, les métiers du bâtiment, les métiers de la construction, les métiers de l'industrie, tous ces métiers qui peut-être parfois pâtissent un peu d'une image d'Épinal qui n'est pas la bonne, et puis qui ont beaucoup évolué. Donc il y a un travail les à métiers faire. De l'industrie aussi, notamment, c'est ça, par exemple. Les métiers de l'industrie, exactement. Les métiers de l'industrie, et notamment les métiers, par exemple, de l'industrie chez les jeunes, chez les femmes, qui ont complètement changé, et qui sont des métiers qui sont de plus en plus des métiers d'avenir, qui s'inscrivent dans une évolution, dans une innovation, tant par le métier lui-même que les compétences requises et les profils. Et donc là, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et donc un travail d'orientation, de formation, c'est ça? Tout à fait. Le MEDEF a travaillé justement sur des propositions d'orientation. On a sorti il y a un peu moins d'un mois, si je dis pas de bêtises, une trentaine de propositions sur l'orientation, des propositions très concrètes, parce que finalement, quand on parle orientation, on parle concret. Comment finalement faire en sorte que dans les écoles, comment faire en sorte que ces jeunes, mais aussi leur entourage familial, professoral, connaissent mieux nos entreprises. Et nous, on est tout à fait ouverts et on y travaille au quotidien à faire venir les jeunes dans les entreprises, à aller dans les écoles, et le stage, par exemple, les différents stages qui ont été mis en place, contribuent à ça. Donc sur la partie des jeunes, il y a une trentaine de propositions sur l'orientation, puisque le MEDEF travaille sur différents sujets. Là, on a parlé de la politique sur les économies et 40 milliards, mais tout vient bout à bout, et donc l'orientation est un vrai sujet pour les jeunes, et pour finalement faciliter ce matching et avoir de meilleurs résultats de taux d'emploi. Ça passe par les jeunes, ça passe aussi par les seniors. J'allais y venir, les seniors. On le voit. On est seniors à 45 ans, c'est ça, Paola? Alors, en France, on est senior à 45 ans, tout à fait. Mais effectivement, on voit qu'on a amélioré depuis quelque temps le taux d'emploi des seniors, notamment sur la tranche 55-60 ans, et on se rend compte que ça produit directement des effets sur le taux d'emploi. Donc, il y a un vrai lien entre taux d'emploi et emploi des seniors, emploi des jeunes, et donc il faut travailler sur des propositions concrètes pour faciliter ça. Alors, on parle de l'emploi des seniors. Il y a un conclave qui se déroule sur les retraites. Pour certains, il faut retourner. Donc, l'âge actuel est de 64 ans. Pour certains, il faut revenir à 62 ans. Vous allez à ces réunions vous participez, vous, au MEDEF, à ce conclave? Je crois que c'est tous les jeudis, c'est ça? Tout à fait. Le MEDEF est, en tant que première organisation patronale, et on a eu récemment la représentativité qui a été refaite, et on a eu une progression forte qui a été marquée. Donc effectivement, bien évidemment, on est au conclave, et bien évidemment, on a une responsabilité de faire en sorte de faire progresser ce conclave dans une logique de trouver un système d'équilibre en 2030.
c'est la condition, puisqu'on ne peut pas se passer de cet équilibre. C'est vital, c'est une question pour tous. Pour le MEDEF, quel est le bon âge pour partir à la retraite? Qu'est-ce que vous préconisez? Là, on est en train de travailler sur ce qui a été mis en œuvre. Après, on va travailler surtout sur le taux d'emploi et fur et à mesure, on va évoluer. Juste à noter tout de même que tous les pays autour de nous ont augmenté considérablement. Aucun sont à l'âge où nous sommes. Ils sont tous quoi. La majorité des États européens sont à 67 ans, c'est ça? Alors les États européens sont à plus de 64 ans, avec des variantes en fonction des pays, etc. Donc c'est important qu'on prenne la mesure des choses. Comment on fait évoluer les entreprises justement sur le fait de garder les seniors? Parce que le travail des seniors, la plupart des seniors en général, quand ils sont en bonne santé, etc., ils veulent plutôt continuer leur carrière. Le problème vient plutôt des entreprises qui veulent se séparer des seniors. Comment on fait pour que les entreprises les encouragent à les garder en emploi? Alors, je pense que la question ne se pose pas tout à fait dans ces termes-là aussi. Je ne pense pas que les entreprises ne veulent pas garder les seniors, mais il faut effectivement aménager, puisque on fait un peu un global, les seniors, mais il y a plein de typologies, de parcours de vie qui ne sont pas les mêmes à travers cette catégorie senior, dite senior. Notamment travailler sur les carrières hachées des femmes. Il y a un vrai sujet par rapport à ça. Il y a travailler aussi sur finalement comment très en amont on anticipe finalement la reconversion. Alors moi j'ai tendance à dire quelque chose et que je trouve assez positif, notamment par rapport à l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement les compétences se périment de plus en plus vite. On le sait. Et donc effectivement c'est un message, je trouve, très positif par rapport à la formation. Et donc le sujet des seniors, mais comme le sujet finalement de toute sa carrière, c'est comment former mieux, former plus et bien en amont. C'est ça le point. C'est ça le point. Si on revient sur les solutions, les pistes pour améliorer les finances publiques, concernant les retraites, est-ce qu'il faut... ce matin, j'entendais le ministre de l'économie, Éric Lombard, dire supprimer les 10% d'abattement fiscal des retraites n'est pas tabou. Qu'en pense le MEDEF ? Non, effectivement, il faut répartir l'effort. Le 10% d'abattement sur les retraités. Il faut savoir que, effectivement, l'idée, c'est de répartir cet effort pour que ce ne soit pas porté essentiellement par les actifs et les entreprises. C'est ça le point. C'est ça le point. Est-ce qu'on peut, justement, à propos de la retraite, garder encore ce modèle de la répartition, qui est le modèle français, c'est-à-dire les actifs d'aujourd'hui payent les pensions de retraite des retraités d'aujourd'hui. Est-ce qu'il fonctionne encore, ce système de répartition, où il faut réfléchir à induire la capitalisation dans ce système ? Alors, on a posé le débat et le point de revoir le financement de la protection sociale au sens large et prendre finalement de la hauteur. C'est aussi le rôle du MEDEF pour regarder ça plus globalement. Et effectivement, la répartition est un bon système. Il faut qu'il soit complété par de la capitalisation complémentaire qui viendrait et qui serait gérée de façon paritaire pour lui assurer une équité. Ça peut être une piste. Alors, la santé, il y a ce délai de carence, le fameux délai de carence de 1 à 3 jours qui est dans la fonction publique. Il faut le réaligner sur celui du secteur privé. Ça aide aussi à faire des économies. Il y a eu une explosion des arrêts de travail, notamment depuis la période Covid. Là aussi, c'est un endroit où on peut aller chercher des économies. Globalement, il y a effectivement, dans le cadre de la dépense publique, il y a peut-être l'optimisation d'un certain nombre d'éléments dans la fonction publique. Nous, on est dans le privé. On n'ira pas forcément sur ces sujets-là puisque c'est pas les nôtres. Mais effectivement, comment travailler mieux ? Et qu'il y a un peu peut-être une égalité aussi entre les deux systèmes, non ? À réfléchir. L'idée d'une hausse de la TVA n'est plus une ligne rouge, dit également Éric Lombard. La TVA sociale, c'est aussi le sujet du MEDEF, puisque près de la moitié de la TVA est aujourd'hui finance la sécurité sociale, c'est ça ?
Alors, la TVA sociale aurait l'intérêt de effectivement permettre une répartition de l'effort. Encore une fois, par rapport à ce que je disais précédemment, à ce jour, les retraites sont essentiellement payées par les entreprises et les actifs, les salariés. Donc effectivement, la TVA sociale permettrait d'avoir une répartition sur l'ensemble de la population, sous condition bien sûr qu'elle ne touche pas les produits de première nécessité, les produits essentiels. Et on avait il y a un certain nombre d'études qui méritent d'être plus poussées, qui montrent qu'un point permettrait justement de réduire une partie du déficit. Donc il y a une piste à creuser sur ce sujet. Ça vous semble une piste plutôt très intéressante alors? C'est une vraie piste. On a évoqué nos voisins européens. Est-ce que la France pourrait s'inspirer de l'Italie? L'Italie, qui a souvent été le mauvais élève de l'Europe, eh bien, elle a une économie qui se relève. Tout à fait. Alors, l'Italie fait une performance vraiment intéressante. À noter que l'Italie, le Portugal, l'Espagne aussi sont des pays qui ont pris des mesures sans augmenter la taxation des entreprises. C'est important de le souligner. Et pour autant, qui présentent des chiffres de réduction de leurs dépenses publiques très importants. Quels ont été les leviers alors du coup pour ces pays-là? Développer la compétitivité. Finalement, aider les entreprises à innover, investir, créer de l'emploi, du coup naturellement augmenter les salaires, du pouvoir d'achat, et donc finalement développer la compétitivité, créer de la croissance. Donc s'inspirer de ces pays-là, ça vous semble finalement très judicieux par définition, quoi. Quand on voit qu'il y a des solutions qui marchent, c'est toujours bien de s'en inspirer, je crois. Alors c'est un état des finances publiques assez désastreux, tout ça dans un contexte de guerre commerciale, un climat d'incertitude depuis que Donald Trump a lancé sa guerre commerciale avec l'augmentation des droits de douane. Quelle remontée vous avez, vous, des chefs d'entreprise au MEDEF? Il y a bien évidemment une certaine inquiétude. En tout cas, ils sont très vigilants, ce qui est logique. Je pense qu'on est tous dans cette posture. Mais tout de même, à noter que la réalité économique des contribuables et du marché financier a finalement rappelé un peu, je dirais, les limites de la politique de Donald Trump, et il a fait fléchir pour l'instant un certain nombre de points. On voit bien qu'on est dans un système d'équilibre. À noter que précédemment, lorsque les annonces ont été faites, les premières annonces, pas les dernières d'augmentation. C'est vrai que c'est un peu un feuilleton. Mais on a quand même toujours les 10% supplémentaires là. Alors, effectivement, on a vu que le dollar avait une dépression assez forte, de 10%. On a vu aussi que les bons du Trésor avaient perdu 50 points de base, ce qui touche directement au cœur de les fondements, exactement. Les fondements. C'est ça sans doute qui a fait reculer un peu Donald Trump, j'imagine, c'est votre analyse. Et à contrario, là, alors ils ont appelé ça le Liberation Day. Donc lorsqu'il y a eu les annonces justement avec cette pause de 90 jours par rapport aux annonces d'augmentation des droits de douane par rapport à l'Europe, là on a eu le Nasdaq qui a fait, je crois, sa meilleure performance depuis 20 ans. Donc on voit bien que finalement on est dans un équilibre assez complexe, financier, contribuable. L'idée pour nous, l'enjeu pour nous et l'enjeu pour je dirais pour l'Europe, c'est d'avoir une réponse systémique de façon proportionnée afin d'éviter une surenchère, puisqu'on sait que cette surenchère n'est bonne pour personne, et quand on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est compliqué d'en sortir. Donc profitons de ces 90 jours pour essayer de trouver des accords qui vont permettre d'avoir une durabilité et un équilibre pertinent. Et de parler d'une seule voix. Merci beaucoup Paola Fabiani d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du MEDEF en charge de l'entrepreneuriat.